Et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée, 22e édition du mondial féminin handball au Danemark. Les Léopards seniors entrent en lice contre les Albicélestes d'Argentine en prélude du premier match des groupes. Les élèves quinois associés à la célébration de la journée nationale de l'arbre, ils ont cet avant-midi avec le ministre de l'EPESINC planté des arbres dans des écoles de la place. Une initiative du gouvernement pour amener les jeunes à cet acte civique qui concourt à la protection de l'environnement. Qui participera au dialogue inclusif? Quelques leaders de l'opposition appellent l'ensemble de leurs compères à rejoindre cet éminent rendez-vous qui signe et persiste. Le dialogue est la seule voie pour sauver le processus électoral. L'opposition dans son ensemble devrait prendre part au dialogue. C'est sur ces mots que 5 leaders de l'opposition appellent les autres de leur camp à rejoindre le rendez-vous, l'unique, disent-ils, pouvant sauver le processus électoral. Il s'agit des anciens vice-présidents Azarias Rouberoa Maniwa du RCD, Zaïdi Ngoma des Forces du Futur, ainsi que de Steve Mbikaï de l'opposition nationaliste et Mouchi Bonane de l'opposition patriotique et républicaine et Justin Bitakwira de l'opposition citoyenne. Ils sont au total 5, ces leaders de l'opposition favorables au dialogue politique national convoqué par le chef de l'État. Azarias Rouberoa, président du RCD, Steve Mbikaï de l'opposition nationaliste, Justin Bitakwira de l'opposition républicaine, Arthur Zaïdi Ngoma des Forces du Futur, ainsi que Mouchi Bonane de l'opposition patriotique et républicaine. Ces porte-voix n'ont pas voulu manquer ces débats autour du dialogue politique à travers une rencontre avec la presse. Ils ont tenu à justifier leur position concernant ce forum. Pour eux, se lancer des messages en se tournant le dos est moins bénéfique. Mieux vaut la force à face quand on veut résoudre des problèmes majeurs. Une position matérialisée à travers une déclaration. Le dialogue est la vertu démocratique dont le pays a besoin pour le moment en vue d'éviter une crise majeure. L'histoire politique de notre pays renseigne que toutes les crises majeures qui l'ont secoué ont été résolues par voie de dialogue. Le dialogue ne consiste pas à avaliser à l'avance le point de vue des autres partis, mais constitue une opportunité d'échange entre partenaires politiques dans le respect de la Constitution. L'opposition, dans sa diversité, est une force à capitaliser pour sauver les processus électoraux en établissant un calendrier électoral réaliste. L'engagement du secrétaire général des Nations Unies dans la facilitation du dialogue politique au Congo est un encouragement au peuple congolais sur la voie de la démocratie. Selon eux, la participation de la majorité de l'opposition dans son ensemble, ainsi que de la société civile, va contribuer à garantir davantage la réussite du dialogue, prévenir des crises politiques et assurer l'avenir meilleur au peuple congolais. D'où cet appel aux opposants résistants au dialogue de prendre le navire. Entre-temps, les divergences de vues persistent au sujet de la tenue du dialogue national. Au nombre de ceux qui soutiennent sa tenue, le parti politique de la majorité présidentielle NAD, il invite les Congolais à adhérer à cette vision en vue de sa réussite. Après la publication de l'ordonnance présidentielle convoquant le dialogue politique national, plusieurs voix se lèvent pour soutenir l'initiative et le démarche du président de la République. Un cadre de la majorité présidentielle, à la personne d'Atanas Matenda, président de la nouvelle Alliance des démocrates, a demandé aux membres de son parti d'accompagner le président de la République pour que la réussite de ces dialogues soit au rendez-vous. Ce forum pour le président de la NAD est un atout majeur pour préserver la paix et l'unité nationale. En annonçant le dialogue politique national, le président de la République a donné des orientations. Je profite de l'occasion pour pouvoir demander à toutes les structures de mon parti politique de pouvoir relayer les chefs de l'État en essayant de faire en sorte que tout le monde se mobilise afin que ce dialogue puisse être une réussite. Vous savez que la jeunesse, c'est l'avenir de ce pays, en fait, l'avenir de l'univers d'une manière générale. Et aujourd'hui, tout le monde est unanime à reconnaître qu'il y a des nouveaux majeurs qui ne sont pas encore enregistrés pour pouvoir participer aux élections. Et cette question, c'est parmi les questions qui font en sorte que, pour aller de l'avant, il faut absolument qu'on se retrouve ensemble autour d'une table
dans un dialogue. Donc c'est vous dire que j'ai ma conviction qu'en essayant de pousser sur la jeunesse, en essayant de pousser sur le déblayage du terrain, on pourrait organiser des élections tout à fait apaisées. Dialogue national, une rencontre de tous les enjeux à capitaliser à tout prix. L'UDPS n'a pas décliné sa participation au dialogue national, affirmation du porte-parole de la majorité présidentielle, André-Alain Atundou, lors d'un point de presse tenu vendredi. Le dialogue national inclusif reste le souhait le plus ardent pour une paix durable et le développement de la RDC. Un forum de grands enjeux qui gagne l'actualité politique nationale. Ce vendredi, le porte-parole de la majorité présidentielle, André Atundou, a tenu un point de presse au cours duquel il a fait une mise au point par rapport à la participation de l'UDPS à ce forum national. Vous avez entendu les références des acteurs politiques de la majorité et qui a suivi hier les déclarations sur une télévision locale de M. Félix Tshisekedi, aboutit à la conclusion que les ponts ne sont pas rompus. Le moment aujourd'hui est à la conciliation, à la cohésion, en vue de réfléchir pour l'amour de notre peuple sur les conditions dans lesquelles nous allons atteindre les échéances électorales et comment éviter les écueils éventuellement. Pour la famille politique du chef de l'État, la Constitution sera respectée par tous. Augmenter le nombre de centres de vote ou les diminuer, etc. Voilà les questions pratiques auxquelles le président a fait allusion. Nulle part, il n'a été question de changer le mode de scrutin. Nulle part, évidemment, il n'a été question de changer la Constitution aujourd'hui et à ce stade. Le président de la République a fixé un agenda du dialogue, à savoir le nettoyage du fichier électoral, la sécurisation et le financement insuffisant des élections. Les jeunes donnent aussi de la voix. Réunis au sein du Forum des jeunes du Katanga, ils saluent l'initiative de la tenue du dialogue national inclusif. Ces derniers sont d'avis de ceux qui pensent que l'organisation de ces assises pourrait être une voie de sortie de crise que connaît le pays. Je vous propose de suivre ici Patrick Katengo, président de cette plateforme. Il est très important que toute la classe politique congolaise accepte ces dialogues parce que c'est la voie de sortie fondamentale qui pourra, n'est-ce pas, faire éviter les sangs de bain. Pour les jeunes du Grand Katanga que nous représentons à travers le Forum de la jeunesse du Katanga, nous disons oui et invitons toute la classe politique congolaise à y aller et à aller poser tout le problème qui concerne la bonne marche du pays là-bas. C'est les lieux appropriés pour aller poser tout le problème qu'on soulève par la classe politique congolaise. S'abstenir, ce n'est pas pratiquement une bonne raison. Les autorités politico-administratives de la nouvelle province de la Mongala sont à pied d'œuvre. Entre autres défis à relever, la réhabilitation de l'aéroport, la situation socio-économique et la prévention des catastrophes naturelles. État des lieux fait après la cérémonie de prise de commande. Les commissaires spéciaux de la nouvelle province de la Mongala prennent leur marque à Lissala, la capitale de cette province. Marceline Montiba avec ses deux adjoints, Janine Otoo et Michael Sakombi. Après leur arrivée à Lissala, les nouvelles autorités ont signé sous réserve les documents des remises et reprises avec les chefs des divisions, faute des détails sur les patrimoines de cette province. Au lendemain de sa prise de fonctions, les commissaires adjoints de la Mongala en charge des questions économiques, financières et développement a visité l'aéroport national de Lissala, asphalté depuis 1990. Cette piste n'a jamais été réhabilitée. Autre problème pour cet aéroport, la spoliation avec des constructions anarchiques aux alentours de la piste. Les jours suivants, le commissaire adjoint en charge des questions économiques et financières s'est rendu à Bumba pour visiter la direction provinciale de la Banque centrale du Congo. Accueilli
par le directeur provincial de la BCC, Michael Sakombi, reconnaît les défis qui restent à relever pour cette nouvelle province. La province de la Mongala a d'énormes défis à relever. Et comme vous le savez, la banque est un vecteur de développement. La banque est un vecteur important du redressement économique. Juste après, les commissaires adjoints ont visité les sans-abri victimes des inondations de la rivière Moloua, où près de 700 ménages passent la nuit à la Belle Étoile. Autre jour, autre défi pour Marceline Mondiba, qui a décrété l'Issala ville propre. En exemple, le commissaire spécial est sur terrain pour donner les tons. Une visite de la nouvelle autorité à la fameuse érosion de l'Issala, érosion qui menace de couper la ville colline en deux. Notons par ailleurs que Marceline Mondiba a eu des entretiens avec toutes les forces vives de cette nouvelle province. Nous vous le disions en titre, journée nationale de l'arbre. Des arbres sont plantés ce samedi, notamment dans des écoles par des élèves. C'est un acte civique par lequel le gouvernement congolais initie les jeunes à la protection de l'environnement. 2 ans après les débuts du programme Tomiko Tissa et à 1 année de la fin de ces programmes, le NDI a voulu réfléchir sur les progrès accomplis afin de relever les défis de l'heure. Le programme Tomiko Tissa s'est focalisé sur la participation des femmes et des jeunes comme agents de changement dans leurs parties respectives. De notre travail avec les 6 parties Tomiko Tissa, nous avons observé une maturité marquée par la tolérance, le respect, une humilité plus prononcée et même un soutien mutuel lors de réunions multipartites. Un programme financé par le gouvernement américain à travers l'Agence américaine pour le développement, USAID en sigle. La période préélectorale dans tous les pays est une période tendue, mais aussi c'est une opportunité pour les citoyens de poser des questions clés de leur nation à travers les politiciens qui cherchent à les diriger. En RDC et aux États-Unis, il y a des défis majeurs liés à l'éducation, la santé publique, à la dégradation de l'environnement, aux ressources naturelles, à la sécurité nationale et internationale. Pour les bénéficiaires, Tomiko Tissa a déjà laissé des traces. Le programme Tomiko Tissa a été vraiment bénéfique pour mon avancement en politique parce que là, j'ai pu bénéficier de formations sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a eu des progrès. J'espère qu'à la fin du programme, on aura encore d'autres résultats mieux que ce que nous avons actuellement. C'est vraiment une grande satisfaction. Je pense que c'est le programme qui manquait aux femmes politiques et aux femmes de la société civile dans notre pays. Notons par ailleurs que durant ces 2 ans, l'NDI a travaillé avec 6 principaux partis politiques, ainsi que les femmes de la société civile et plusieurs organisations des jeunes. Il s'agissait là du lancement du programme Tomiko Tissa, un programme de la National Democratic Institute visant à renforcer les capacités des femmes politiques et de la société civile, mais aussi des jeunes sur le bon sens de la tolérance et le respect d'une démocratie. C'est un bilan positif dans l'action entreprise, dans la lutte contre l'élimination des violences à l'égard des femmes. Conclusion de la directrice exécutive de l'ONU Femmes lors du point de presse tenu ce matin au siège de cette organisation. Pumzile Milambo reconnaît également les défis qui restent à relever pour mettre hors d'état de nuire des femmes, hors plutôt d'état de viol des femmes congolaises qui se trouvent actuellement sur le territoire congolais. Retour sur la caravane organisée hier en marge de cette journée d'activisme à laquelle elle a pris part. Oranger le monde, mettez fin à la violence à l'égard de femmes. Un mot d'ordre des Nations Unies, relayé et traduit en actes ce vendredi à Kinshasa. Jeunes et vieux, femmes et hommes, tous d'orange vêtus, se sont mobilisés pour le 16 journées d'activisme consacré à l'élimination des violences flagrantes de droits de la femme. La campagne Briser le silence est la contribution de la RDC à la campagne Orange, lancée par le secrétaire général des Nations Unies. J'encourage ONU Femmes
à rester au centre de ce dispositif pour permettre à la femme congolaise et à la jeune fille surtout d'émerger. Autant nous mettons de l'attention dans la lutte contre les violences sexuelles, autant à long terme il faut des programmes structurels pour permettre que plus jamais la RDC ne soit considérée comme une capitale où le viol est permis. La directrice exécutive de l'ONU Femmes en mission en République démocratique du Congo, Phumzile Mlambo, a invité tous les participants à cette caravane de sensibilisation à faire de la lutte contre les violences sexuelles leur combat quotidien. Cette campagne a pour finalité de rappeler les droits de la femme. C'est ainsi que je lance un appel à nous tous afin de dénoncer toutes les formes de violence au sein de nos communautés, de nos écoles et de nos églises. Les Nations Unies donnent ces jours d'activisme, mais moi, je vous demande encore une fois de mener la lutte contre les violences sexuelles pendant 365 jours. La présence remarquable de cette haute personnalité des Nations Unies est à inscrire notamment dans la ligne droite du renforcement du soutien de l'engagement politique de l'État congolais en faveur de l'application des objectifs de développement durable 2015 dans ses axes basés sur l'égalité de sexe. Le Nord Kivu sera libéré des groupes armés, déclaration du nouveau patron de la mission onusienne au Congo, Maman Sidikou, ce vendredi dans la ville de Beni au Nord Kivu. Ce dernier a également pris l'engagement de poursuivre les différentes actions menées par son prédécesseur. Il ne s'est pas empêché d'adresser un message de compassion à la population de la contrée. Eric Asmoussi, notre correspondant dans la région. Il a porté sa première sortie depuis son intronisation à la tête de la mission des Nations Unies au Congo, à l'est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement à la ville de Beni. À peine arrivé, il a échangé avec le maire de Beni, président du comité urbain de sécurité, question de lui fixer sur la situation sécuritaire dans la zone. Au sortir de cet échange, Maman Sidikou a justifié le pourquoi de sa première sortie porté sur la région de Beni. Beni est un symbole pour nous, un symbole d'une région meurtrie par des groupes criminels, en particulier ici le ADF, qui récemment encore ont fait des morts, des innocents, des femmes, des enfants, des patients dans un hôpital. Je devais donc venir exprimer notre solidarité et notre compassion à Beni, à ces populations, et remercier M. le maire pour tout ce qu'il fait aussi, pour être aussi près des populations, de ses administrés. Le patron de la mission des Nations Unies au Congo a promis également de faire une continuité de son prédécesseur, Martin Kobler, afin que le Nord Kivu soit totalement libéré. Nous allons poursuivre la même politique, c'est une continuité. Les Nations Unies sont là à travers la MONUSCO de façon active. Nous allons surtout travailler beaucoup avec le FRDC en étroite collaboration pour mettre fin à ces ajustements dont vous parlez. Le temps viendra et pas loin où les habitants de Beni, la région du Grand Nord, seront libérés des groupes armés. Deuxièmement, cette zone, cette région a un potentiel énorme sur le plan économique. La paix et la stabilité qui suivront permettra de s'atteler à ce travail de développement. Notons qu'à fin, Maman Sidikou a cru à la pacification de la région du Nord Kivu, victime de plusieurs atrocités des guerres. Deuxième journée internationale des miniers à Goma. Les acteurs miniers, opérateurs économiques, acteurs de la société civile ont réfléchi sur le secteur au Nord Kivu face aux défis socio-économiques et environnementaux. Une rencontre organisée par le ministère provincial des Mines en collaboration avec ses partenaires. Certains en ont profité pour demander l'adaptation de la loi des ODD sur la traçabilité des minerais en rapport avec les réalités sur le terrain. Tous réunis ce vendredi, les opérateurs économiques et miniers du Nord Kivu ont réfléchi sur le secteur minier en province face aux défis socio-économiques et environnementaux. Ceci dans le cadre de la journée internationale des miniers. Occasion pour la société minière de Bissounzou de plaider pour l'adaptation de la loi Dodd-Frank sur la traçabilité des minerais aux réalités du Nord Kivu. Le plus grand problème que nous avons est que les lois, avec de bonnes intentions, ont créé un embargo de fait. C'est-à-dire qu'il y a d'abord des sociétés multinationales qui ont peur de venir acheter les minerais ici au Congo. Ils ont peur parce qu'il y a des exigences sur
la dirigeance raisonnable et la traçabilité. La traçabilité, donc, c'est-à-dire la chaîne d'approvisionnement, de la mine jusqu'aux sociétés multinationales. Alors, cela demande de l'argent. Et beaucoup de Congolais n'ont pas cet argent. Et donc, comme ils n'ont pas cet argent, donc, ils ne peuvent pas nécessairement couvrir des périmètres qui ont été déjà validés. Et ces périmètres restent là-bas et la production n'est pas là. Donc, c'est pourquoi je parlais des statistiques où avant 2010, il y avait plus de 40 000 tonnes et aujourd'hui, on est à 1600 tonnes. La mécanisation des sociétés minières s'avère indispensable au Nord Kivu pour éviter plusieurs risques dans les carrés miniers en province. Et nous pensons qu'il y a moyen de travailler ensemble avec des artisanaux, comme nous le faisons avec la coopérative. Mais toutefois, pour faire une compétition mondiale, nous devons absolument mécaniser parce que nous avons de grandes ressources qu'il faut absolument exploiter pour bénéficier au plus grand nombre de participants dans l'assiette nationale du Congo. L'exploitation minière au Nord Kivu est une véritable solution au chômage, pense le président de la Coopérama. La Coopérama regroupe à son sein plus de 3000 creuseurs. Donc derrière 3000 creuseurs, c'est 3000 familles. Si vous multipliez par 5, voilà combien de gens qui vivent de cette exploitation. Cet atelier qui a été précédé par l'exposition des minéraux a été ouvert et clôturé par le vice-gouverneur, Maître Feller Lutaïchi Roy. Retour à Kinshasa, la route Kimwenza dans la commune de Mangafula crie au secours. Elle subit la force de frappe des averses qui s'abattent ces derniers jours dans la capitale. Conséquence, le trafic routier devient un casse-tête, constat de nos reporters. La peur bleue gagne depuis peu les usagers de la route Kimwenza dans la commune de Mangafula. Cette chaussée se transforme en ravin, du moins dans sa partie entre la route de bypass et l'université de Kinshasa, en passant par Kimwenza. Construite à terre battue et sans canalisation, à la moindre pluie, cette avenue perd ses repères. La circulation est perturbée et encore beaucoup plus pénible pour les élèves qui fréquentent les écoles de Kimwenza. L'absence de transport en commun sur cette route laisse place uniquement aux motos comme seul moyen de transport. Avant, ce sont les prêtres catholiques de Kimwenza qui s'occupaient de l'aménagement de cette route. Pour le moment, personne ne s'y intéresse. Ceci est la cause principale de plusieurs accidents sur la dite route. Les élèves éprouvent une très grande difficulté pour aller à l'école. Sur cette route, il n'y a que la moto comme seul moyen de transport. Les jeunes se mobilisent et tiennent à relever les défis. Nous sommes des jeunes volontaires du quartier. Nous ne pouvons pas laisser notre route se détériorer de la sorte. Nous l'aménageons par nos propres moyens afin de permettre la circulation des motos car c'est l'unique moyen de transport qui nous reste. Les degrés de souffrance des circulations endurées par les usagers de cette route nécessitent l'implication de l'État congolais afin de rendre la circulation normale sur cette route. En sport mondial handball féminin, les Léopards démarrent leur premier match de la 22e édition du championnat mondial des seniors dames vendredi face aux Albicélestes de l'Argentine. Cette compétition mondiale qui se déroule au Danemark ira jusqu'au 20 décembre prochain. La RDC est logée dans le groupe C. Après la rencontre avec l'Argentine, les Fauves de la RDC matcheront le Brésil, tenant du titre le 7 décembre, la Corée du Sud le 8, avant de croiser la France le 10 décembre. Elle clôturera ses matchs de la phase des groupes contre l'Allemagne le 11 décembre prochain. Voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au 341 sur le bouquet Canal 7.